Rencontre avec Nathalie Lefebvre, l'émission consacrée à la découverte de personnalités inspirantes. Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous allons faire la rencontre avec une auteure. Elle est médium de naissance, conférencière chroniqueuse. Elle vient de faire paraître un ouvrage du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une médium hors norme aux éditions Exergue. Un grand bonjour à Aline Peugeot. Bonjour Nathalie, merci. Comment ça va, belle Aline? Ça va bien, merci. Heureuse d'être ici. Alors, je suis très heureuse de te recevoir. C'est vrai, quand j'ai eu ton livre, en plus, il y a une photo sur la couverture et je trouve que c'est pas mal d'avoir une photo parce que on rentre en lien directement avec l'auteur. Et voilà, ça pétillait, ça brillait. J'avais envie de te rencontrer en vrai pour que tu nous racontes justement ce parcours de vie qui a été parfois semé d'embûches, de moments moins faciles, mais aussi de grandes joies. Peut-être pour raconter aux auditeurs, là, je t'ai présenté comme une médium de naissance. Est-ce que depuis toujours, tu es au contact d'un don que tu as d'être connecté avec la vie, avec l'univers, avec peut-être les esprits qui nous entourent? Voilà, alors oui, depuis toujours, mais je savais pas que c'était ça. Moi, je pensais juste que j'étais perspicace, que j'étais lucide, que je faisais attention, que j'étais attentive. Mais c'est que il y a 8 ans seulement, à travers des lectures, que j'ai découvert que c'était d'être médium en fait. Je croyais que c'était une intelligence, juste que je me servais de mon intelligence. C'était très logique pour moi. Je pensais que tout le monde, c'était accessible à tous. Bon, ça l'est, mais tout le monde n'en est pas conscient ou l'utilise pas, ou n'est pas amené à l'utiliser durant leur vie là. Mais non, je savais pas. Moi, je croyais que c'était juste une manière de fonctionner qui était assez efficace. C'est intéressant que tu emploies le mot d'intelligence parce qu'en effet, c'est une forme d'intelligence parmi d'autres intelligences. Aujourd'hui, on reconnaît qu'on peut avoir une intelligence des émotions, une intelligence sociale. Il n'y a plus que l'intelligence intellectuelle, tu vois, le QI dont on nous a parlé pendant tellement de temps. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des intelligences du corps, voilà, tout aussi importantes. Finalement, est-ce qu'on pourrait parler d'une intelligence intuitive, instinctive même? Ben oui, et puis heureusement qu'elle est là parce que moi niveau QI c'est pas ça. Moi j'ai toujours été un cancre et j'ai des difficultés de compréhension dans pas mal des domaines. Bon, je reconnais que c'est souvent des domaines qui m'intéressent pas. Hein. Quand je suis intéressée par un sujet, même si c'est quelque chose de scientifique, j'ai une manière d'approcher la chose qui est sensitive. C'est-à-dire que même si je comprends pas les termes, je les ressens et je les comprends par les cellules du corps en fait. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça que je compense depuis toujours, entre guillemets, un manque d'intelligence ou alors peut-être une fainéantise parce que j'ai jamais fait mes devoirs, j'ai jamais voulu apprendre par cœur, je voyais pas l'intérêt en fait d'apprendre les mathématiques et compagnie, donc forcément j'ai un niveau archi nul. Mais dans des choses quand je veux accéder à la compréhension, je compense avec cette faculté que j'ai d'accéder à l'information là où elle est. Et là je rejoins tout ce que dit Greg Braden dans ses vidéos qui parle de l'information présente dans l'univers, et c'est cette façon que j'utilise moi en médiumnité. J'ai pas vraiment cette notion de guide ou de d'entité. J'ai vraiment l'impression de piocher l'information là où elle est. Donc, par rapport à un consultant, c'est les informations qui lui correspondent au moment présent, qui sont en résonance avec les vibrations que la personne dégage à l'instant où elle me consulte. Et sinon, d'ordre général, comme l'information est présente dans l'univers, on y a accès. En fait, c'est ça, enfin moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est un canal qui va les piocher. Voilà, c'est comme ça que je peux expliquer comment je fonctionne. Moi, j'ai toujours une grande question avec les médiums, c'est comment rendre les gens finalement autonomes sur leur chemin. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui font appel à des médiums et qui leur remettent comme ça entre les mains tout leur pouvoir. Comment est-ce que tu fais toi pour gérer ça avec ta clientèle? Ah ouais, alors ça c'est une de mes grands défis. Ça, j'aimerais beaucoup que les gens développent leurs propres facultés pour justement éviter les emprises, le profit, cette dépendance aussi parfois. Il faut comment je pourrais dire, il faut les sensibiliser au fait qu'on est tous intuitifs. Je vais pas dire on est tous médiums parce que être médium, c'est quand on a travaillé cette intuition ou qu'elle est vraiment active, très développée. Mais on peut développer ses facultés, oui. D'ailleurs, je fais quelques stages dans ce sens-là, et j'écrirai aussi un livre où je transmettrai toute ma connaissance dans ce domaine-là.
Sachant que ça fonctionne pour moi, ça va peut-être pas forcément fonctionner pour d'autres parce que beaucoup d'amis médiums ne fonctionnent pas comme moi. Mais au moins, je délivre ma méthode à moi qui fonctionne. Et j'ai oublié la question, Nathalie. C'est pas grave. Mais des techniques, en tout cas, que toi, tu utilises et parce que c'est pas toujours simple. Parfois, quand on fait les choses presque naturellement, après d'expliquer aux gens comment on fait, là, c'est tout l'enjeu. Mais déjà, peut-être de leur permettre de se connecter à ce qui est l'intuition en eux. Oui. C'est très important. Les gens pensent toujours qu'on développe l'intuition avec sa tête, que c'est un état d'esprit, que c'est bon. C'est sûr que c'est un état de conscience modifié, mais ça passe aussi par le corps et surtout. Notre véhicule, notre corps, il est essentiel parce qu'il a des sens. Et c'est par nos sens que se manifeste l'intention. On a plusieurs cerveaux et intelligences, notamment l'intelligence du ventre, qui est un cerveau puisqu'il a des neurones. Et on a pu faire d'ailleurs des expériences. Le ventre est intuitif, c'est-à-dire que le ventre ressent avant d'avoir vu l'information. Il a cette prémonition. Donc c'est drôle, mais on a beaucoup d'organes prémonitoires. Voilà, doués de prémonition en nous. Il suffit d'être à l'écoute de soi. Et il faut pas être dans l'extérieur. Il faut vraiment se recentrer à l'intérieur de soi. Être à l'écoute, c'est une sensation. Par exemple, si vous vous posez la question est-ce que oui ou est-ce que non, eh ben quand on rentre à l'intérieur de soi, on arrive à ressentir vibratoirement la différence entre le oui et le non, et qui nous indique la réponse. Le oui, par exemple, va vibrer harmonieusement et vous comprendrez. Le non, il y a quelque chose qui clocherait. Qui bloque. Voilà. Donc, il faut pas hésiter et dire oui. C'est ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi avec mes consultants. Quand on me demande, je vais avoir une fille, je vais avoir un garçon, moi, je pèse en quelque sorte dans mes cellules. Je ressens les vibrations et je sais dans quel sens ça va. Et je me trompe jamais. Mais alors là, vraiment jamais. Est-ce que ça passe aussi par les rencontres? Tu sais, il y a des gens qu'on croise dans une vie et tout de suite on a la sensation corporelle, comme tu parlais du ventre, mais aussi la cage thoracique, ça se ferme. On n'a pas envie de s'ouvrir. Il y a des gens qu'on ne sent pas. Et d'ailleurs, ça ramène à l'idée du sensitif, du ressenti. Est-ce que tu mènes les gens à vraiment avoir confiance en ce ressenti qu'ils ont, et notamment dans leurs rencontres? Oui, c'est primordial. C'est primordial qu'ils aient confiance en. Mais ce qui est difficile, et je le comprends, c'est qu'on est tellement conditionné sur notre parcours de vie à occulter tout ce qui n'est pas de l'ordre de la logique, tout ce qui n'est pas expliqué, tout ce qu'on ne peut pas, tout ce qui ne vient pas d'un raisonnement, que du coup les gens facilement, même s'ils disent je sais pas pourquoi mais je le sens pas, et ils se rappellent que ça n'a pas lieu d'être parce que ça sort pas d'une déduction logique, donc hop ils mettent de côté et ils vont aller à la réflexion qui va s'appuyer sur des automatismes, sur des mémoires, sur des choses qui sont peut-être pas authentiques à la situation présente, mais qui sont basées sur des choses passées, qui n'ont plus lieu d'être. Donc le jugement sera faussé. Donc oui, c'est primordial que de ressentir à l'intérieur de soi. Il faut se mettre comme un animal un animal sauvage dans la nature. Lui, il ressent le danger avant de le voir. C'est pareil pour nous. C'est pareil. D'ailleurs, les animaux, ils savent très bien. Il y a des animaux qui vont venir se frotter contre quelqu'un qu'ils ont jamais vu, et puis une autre personne va venir et ils vont s'en éloigner. Les animaux fonctionnent comme ça. Ils ressentent si la personne aime les animaux, ressentent ce que dégagent les. Et puis de toute façon, comme le disent les physiciens en physique quantique, on attire ce qu'on nous-mêmes. Ce qu'on aimait. Voilà, on aimait. Donc voilà. Ça parle de nous, du coup. Oui, voilà. Ça peut nous permettre, à travers même des rencontres un peu plus difficiles, malheureuses, selon toi, de comprendre des choses sur soi? Oui, alors les rencontres malheureuses, souvent, intuitivement, on sait qu'elle est malheureuse cette rencontre, mais le cœur nous dit, vas-y, laisse une chance. C'est souvent comme ça qu'on se plante en fait. Est-ce que c'est le cœur ou est-ce que c'est le mental? C'est le cœur. C'est le cœur. Le cœur veut toujours tout donner, tout. Le cœur aspire à faire ressortir le meilleur en chacun. Quand il est pas pur, dans le sens où qu'il a été meurtri, blessé, qu'il a des sentiments d'abandon, de rejet, le cœur a des intentions qui sont pas toujours légitimes. C'est-à-dire, elle va vouloir aider parce qu'elle a un besoin de reconnaissance.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste être amour pour n'être qu'amour, non. C'est montrer amour pour recevoir en contrepartie reconnaissance ou amour de l'autre. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas quelque chose qui fonctionne. C'est pas juste. C'est pas authentique. C'est-à-dire que parfois on trouve des stratégies inconscientes pour recevoir la reconnaissance et l'amour des autres. En fait, c'est plutôt une quête pour être aimé qu'une quête d'aimer. Oui, c'est ça. Oui. Quête d'aimer. on a tellement besoin parce qu'on n'a peut-être pas vécu justement dans le berceau de notre enfance. Oui, on a plus une quête d'être aimé, qu'une quête d'aimer. Ah oui. Est-ce que les deux sont finalement nécessaires? Est-ce qu'on sait, selon toi, véritablement aimer les autres quand on commence déjà à s'accueillir et à s'aimer soi-même? Oh oui, c'est la seule façon d'ailleurs. Quand on s'aime, on est apte à aimer l'autre. Tant qu'on s'aime pas en premier, tant qu'on se fait pas passer en premier et qu'on fait toujours passer les autres, on est plutôt en position de victime ou de demande de. Non, il faut vraiment être soi-même une base stable pour ensuite être un soutien pour l'autre et lui apporter inconditionnellement. Alors j'ai envie peut-être Aline qu'on parle un peu de ton parcours. Ton livre s'intitule Du chaos à l'éveil spirituel. Raconte-nous un peu. Donc on expliquait que tu avais ce don de médiumnité depuis la naissance. Est-ce que tu en as toujours été au contact? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta sphère personnelle pour qu'à un moment tu te dises en fait c'est ma mission, je suis venu faire ça sur terre, je suis venu éclairer peut-être les autres sur leur chemin? Ouais, il y a plusieurs questions là en une seule phrase. Quand j'étais petite, mes interactions avec la médiumnité, c'était justement du contact avec du très 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 bas astral, à l'image de ce que j'avais à l'intérieur de moi. J'étais en souffrance, j'étais pleine de douleur, j'étais pleine de violence et forcément, je voyais des visages qui sortaient des murs, qui étaient torturés, qui étaient à l'image de ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais j'en étais pas consciente, j'étais encore trop jeune pour comprendre et de toute façon j'avais aucun dialogue avec qui que ce soit qui aurait pu m'expliquer. J'avais bien que c'était pas très normal que ça sorte des murs comme ça, mais bon, c'était là, je me posais pas ce qui était plus important pour moi, c'est que ça cesse, que ça arrête parce que ça me rendait malade de terreur et j'en avais assez. À quel âge ça s'est survenu? Ce moment où tu voyais, t'étais au contact. Oui, alors je suis arrivée chez mes parents adoptifs, j'avais 5 ans et demi, avant mes 10 ans. Très tôt, ça a commencé. Donc ton parcours, c'est déjà de ne pas avoir connu tes parents biologiques et d'avoir été adopté à 5 ans et demi. Oui, voilà. J'avais une mère génitrice qui m'a gardée jusqu'à l'âge de 2 ans. Chez qui j'étais pas la bienvenue. Elle me l'a dit plus tard quand je l'ai retrouvée. Je suis venue juste parce que la pilule n'existait pas encore. Et j'étais pas la seule d'ailleurs. Elle a eu plusieurs enfants qu'elle a abandonnés le long de sa route, soit immédiatement. En fait, oui, toujours immédiatement. J'étais la seule qu'elle avait gardé 2 ans. Et pour finir par en garder un seul sur la fin de son parcours. Et ensuite, j'ai connu la DAS, donc de l'âge de 2 ans jusqu'à 5 ans et demi, qui m'avait laissé la phobie des hôpitaux parce que les hôpitaux ressemblent énormément aux souvenirs que j'ai de la DAS, avec des murs blancs et très froids, et des luminaires, des néons blancs aussi, et puis du personnel qui semble toujours affairé et qui n'a pas le temps. Et ça, je trouvais que ça ressemblait beaucoup aux hôpitaux. Voilà. D'ailleurs, je te vois regarder la lumière un peu blanche du studio. C'est pas une lumière qui est hyper feng shui et agréable. Non, mais ça me fait plus rien maintenant. Non, mais ça me fait plus rien maintenant. Mais ça a été très longtemps une phobie, au point que quand j'ai eu mon petit dernier qui a décidé de venir par césarienne, à peine fini la césarienne, j'ai demandé à signer une décharge pour rentrer chez moi. Et je les ai prévenus que si je restais, j'allais faire une grosse déprime. Que j'allais pas aller bien du tout, et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu énormément de soucis après. Oui, tous les appareils s'affolaient, mais j'aurais dit il y a qu'un seul remède, il faut me laisser partir, et vous comprendrez jamais, mais ici ça va pas, je vais couler. Et j'ai réussi à leur faire peur et ils m'ont laissé plutôt que prévu partir. Alors sur ce parcours de vie, est-ce que tu as eu d'autres métiers avant de te consacrer à cette profession finalement qui t'a plus choisi que tu ne l'as choisi?
Oui, alors j'ai été un peu vendeuse, un peu caissière, tout ça, et puis où que j'aille, je remarquais qu'il y avait qu'une chose qui intéressait les gens, c'était mon physique, et souvent les supérieurs faisaient des avances, faisaient comprendre que si j'étais gentille, il y aurait promotion, tout ça, donc par déduction, je voyais bien que le monde tournait beaucoup autour du sexe, de l'argent. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis retrouvée SDF. Et en vivant dans la rue, j'ai fait des mauvaises rencontres. Et un jour, on m'a proposé de faire le travail de prostituée, si on peut appeler ça un travail. Mais ça m'a pas choqué ni surpris. Ça allait avec tout le reste. C'est-à-dire, je me suis dit, ben oui, tout tourne autour de ça. Quand j'ai essayé de faire un travail honnête, ben on a essayé de me faire des propositions malhonnêtes. Quand j'étais jeune, ma mère adoptive me traitait toujours de pute parce que les hommes me sifflaient quand je passais. On m'a toujours dit aussi que jamais on m'aimerait pour qui j'étais à l'intérieur, mais que pour mes mèches blondes et pour mon nom. Donc je me suis dit, c'est d'une logique implacable, je suis née pour être prostituée, et donc j'ai accepté. Mais il y avait un petit problème, c'est que je suis très timide et renfermée, donc il fallait trouver le courage de sauter le pas, et c'est comme ça que je suis tombée aussi dans l'alcoolisme en même temps. Ça a duré 18 ans. Et puis un jour, j'ai eu un client pas comme les autres, on va dire, sauf si sur le moment, je lui ai dit que ce coup-là, on me l'avait déjà fait, qui m'a dit tu vas arrêter ce que tu fais, on va se marier, on va avoir un enfant et on va avoir une maison. J'ai dit oui, c'est drôle, tu vas payer comme tout le monde, le coup de l'amoureux, on me l'a déjà fait. Mais celui-là, il a été tenace, et puis voilà, à l'usure, j'ai envisagé cette solution d'arrêter tout ça, voilà, et je regrette pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet homme, c'est ton mari, voilà, oui. C'est le père de tes enfants. Mm-hmm. Est-ce que finalement, tu penses que quand on met un enfant au monde et qu'on lui colle une étiquette dès le départ, c'est comme si on forçait son destin? Tu vois, tu nous parles de ce que tu as entendu quand tu étais enfant, c'est comme si on t'avait plaqué cette étiquette, et puis que tout au long de ton parcours, tu avais juste répondu à ce que tu croyais que tu étais. Bien sûr qu'on sème des graines à l'intérieur avec des gens qu'on rencontre avec nos paroles. On laisse un impact, les mots sont vibrations, et forcément l'interlocuteur le prend. Quand c'est insistant comme information, légitimement notre être commence par le prendre pour acquis. Quand ça se répète, quand ça revient, oui, ça commence à être une vérité en soi, même si on le rejette de tout notre cœur, de tout nous, quelque part inconsciemment, il y a quelque chose qui se forme et qui accepte. Voilà, donc c'est très important de faire attention avec quel terme on s'adresse aux enfants, parce que les mots, ça peut encenser comme ça peut détruire une personne. Alors justement, cet homme qui est rentré dans ta vie, est-ce que cette rencontre amoureuse, elle est venue tout chambouler? J'imagine, comme tu l'expliques bien, que ça doit être pas forcément simple d'accepter de recevoir l'amour d'un homme alors qu'on n'a jamais été habitué à ça. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est le début de ta résilience, du moment où t'as vraiment commencé à te dire je vaux quelque chose en ce monde, j'ai une raison d'être, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit au bonheur? Alors malheureusement non, malheureusement pour lui non, ça n'a pas été tout de suite le cas. Il a souffert 10 ans. 10 ans avant que je commence le chemin de ma transformation. 10 ans où j'ai été extrêmement violente jusqu'à lui taper dessus parce que il comprenait pas ce que je voulais lui faire ressentir. Il comprenait pas mes mots. Il me donnait pas les mots que j'attendais, qui auraient pu m'apaiser. 10 ans où j'étais suspicieuse, où j'étais persuadée que tout le monde mentait, tout le monde trahissait, tout le monde allait m'abandonner, donc je cherchais en fait la rupture pour pas la subir. Donc j'essayais de le pousser à bout pour qu'il me quitte et que je puisse me dire j'avais raison. L'amour ça n'existe pas, tout le monde abandonne, tout le monde nous quitte, et je suis pas aimable de toute façon. Donc je crois que je jouais bien mon rôle de pas me rendre aimable. Mais pendant 10 ans il a tenu le choc, oui. Mais quand on est comme ça, on est forcément malheureux. C'était pas un jeu du tout, hein. Ça m'amusait pas. J'étais vraiment en mode survie. Jusqu'à un point où j'ai voulu en finir avec la vie, et même si je reconnaissais que mon mari était quelqu'un d'épatant, de formidable, et que c'était une aubaine pour moi, et il le comprend, même si ça le blesse, ça ne suffisait pas pour me faire rester sur cette terre.
après un tel parcours, ça ne pouvait pas suffire, l'amour d'un homme. Il fallait que j'ai une nouvelle compréhension, une nouvelle appréhension de ce monde-là, où je n'avais vu que trahison, que mensonge, que des amours envers moi, en fait. Voilà. Et donc j'ai voulu mettre fin à mes jours, et c'est seulement là qu'il y a eu un déclic dans ma tête, et que j'ai pris une direction vers la spiritualité, tout ce qui s'en rapproche. Je savais pas du tout ce que c'était. Je connais rien du tout à la religion. Donc j'avais pas vraiment de notion. Je savais un Dieu, mais un Dieu que je rejetais, parce que c'était pas possible de permettre des horreurs pareilles que j'avais vues sur mon parcours. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des musiques amérindiennes qui m'ont fait vibrer, comme si je les reconnaissais, comme si ça nourrissait quelque chose en moi, comme un nouvel espoir. Et j'ai continué de fil en aiguille avec les incontournables d'Allan Kardec, de Jean-Jacques Charbonnier. Il me fallait vraiment des auteurs qui aient un esprit critique, bien cartésien, terre à terre, pour que j'y croie. Parce que mon parcours m'a appris à fonctionner suivant ma propre déduction. Donc je rejetais tout ce qui m'était dit. Il fallait d'abord que je fasse un travail d'investigation par moi-même. Donc ça passait par la confiance que je pouvais avoir envers l'auteur. Donc une personne lambda, malheureusement, ne trouvait pas vraiment grâce à mes yeux. Il fallait qu'il ait des diplômes, des certifications pour que je voie que c'était quelqu'un qui était droit dans sa tête et qu'il racontait pas n'importe quoi. C'était vital pour moi, en fait. Mais je ressentais tellement que la vérité était là, que ça a duré 8 ans que mon mari m'a permis de m'isoler. 8 ans où j'étais pas du tout dans la vie de famille, hein. Je m'étais exclue. Il fallait que je me retrouve pour renaître, en fait. Je savais pas du tout ce que j'étais en train de faire, mais je savais qu'il fallait que je me nourrisse toute une partie que j'avais complètement rejetée, dénigrée, rejetée. Qu'il fallait la rencontrer, cette partie-là. Voilà. Et ça me fait comprendre plein de choses, et je m'y attendais pas à ce que ça me fasse comprendre des choses, notamment que ça me fasse accepter tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai subi, que ça me fasse comprendre que ça avait lieu d'être, que je l'avais choisi, que ça me fasse comprendre que c'était un mal pour un bien. Et effectivement, maintenant, dans toutes les épreuves qui continuent, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a des épreuves, hein. C'est pas parce que maintenant je suis sereine et j'ai une façon de les appréhender différente, avec une notion de résilience énorme, que ça n'a pas d'impact sur moi. Mais ça cristallise pas, ça reste pas. J'ai tout de suite la vue sur le bien qu'il y a en retiré. C'est pas des valises qu'on porte et des boulets qu'on traîne quand ça m'arrive maintenant. Alors qu'avant, j'avais toutes mes valises sur 40 ans à trimballer et j'avais rien lâché du tout sur mon parcours. Et pendant ces 8 ans de lecture, petit à petit, j'ai posé mes boulets et je me suis allégée. Et j'ai terminé par l'amour de soi, que j'ai enfin découvert en le ressentant. Et ça a été un truc de dingue. C'était tellement nouveau. Et moi qui croyais que ma vie était terminée à 45 ans, que tout était déjà vécu, qu'il n'y avait plus d'avenir, j'ai eu plein de premières fois à 45 ans et encore à 50, et j'en ai encore. Alors aujourd'hui, on ressent l'envie, notamment à travers la parution de cet ouvrage, de transmettre. Ah oui. Je te présentais comme conférencière, donc du coup aujourd'hui, tu prends la parole devant les gens. Oui. Comment c'est pour toi C'est un vrai bonheur, parce que les gens ne font pas que m'écouter, mais ils me ressentent. Je sais pas ce qui se passe, si les gens sont si ouverts, ou si il y a quelque chose qui illumine ce que je dis à mes côtés. Donc c'est fabuleux, et c'est des conférences en général qui sont dans l'interaction. Donc je donne la parole aux gens, parce que c'est pas trop intéressant, il me semble, d'écouter quelqu'un sans communiquer, sans donner sans répondre, sans témoigner à son tour de comment on voit la chose. Donc je fais participer, je fais tourner le micro dans l'assemblée, et c'est juste fabuleux. C'est une osmose, c'est très beau. Bon, j'ai toujours mes absences de mémoire, mes trous de mémoire, mais l'assistance est toujours là pour me dire où est-ce qu'on en était, donc ils suivent. Ouais, puis ça, finalement, c'est pas le plus important. Non, j'ai jamais été une professionnelle, ni une diplômée, ni quoi que ce soit, mais j'ai toujours marché avec le cœur, donc il y a que ça que je sais faire de mieux. Tu sais, moi, souvent, quand je vais voir des conférenciers qui sont justement des gens qui maîtrisent parfaitement le langage, la parole, mais qui, au contraire, du coup, n'y mettent pas de cœur et de vibration, je m'ennuie au bout
bout de 2 secondes, je m'endors. Tout à fait. Alors que je vois une personne qui est dans son imperfection, mais qui est là, tremblante, les mains moites, avec le cœur. Et ben moi, j'adore. C'est là où tout d'un coup, j'ai envie de suivre, j'ai envie de m'ouvrir aussi. Et je crois qu'on n'est pas là du tout pour montrer aux gens qu'on est parfait, plutôt pour se montrer tel que l'on est, avec tous ceux avec lesquels on vient, à la fois ton parcours et puis tes émotions sur le moment, de raconter des choses qui évidemment sont venues te traverser, te percuter de plein fouet et te transformer aussi. Finalement, tu es une magicienne dans cette vie-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un mot que tu emploies d'alchimiste? Alchimiste, oui, tout à fait. On est tous les alchimistes dans notre vie. On est créateurs de notre extérieur. Donc souvent j'explique beaucoup aux gens qui disent oui, mais c'est à cause d'un tel, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, 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 non. C'est juste à cause de nous en fait. Il faut chercher en nous cette sérénité qui va permettre la construction de la réalité à laquelle on aspire. Ça sert à rien d'essayer d'abattre ce qu'on ne veut pas. C'est d'énergie perdue. Construisez ce que vous voulez. Voilà. J'adore vos yeux, Nathalie. Ils sont pétillants aussi. Moi, souvent, les invités sont un peu déconcertés parce que je les fixe droit dans les yeux. Moi, j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'en fait, ça crée juste le lien de ce qu'on est en train de vivre et c'est merveilleux. Je sais pas, ma chère Aline, si tu as envie de rajouter quelque chose pour conclure cette émission. Évidemment, je vais donner toutes les coordonnées. Ton site internet sur lequel on peut suivre ton actualité, les dates de tes conférences, les ateliers dont tu nous as parlé, les stages, pardon. Est-ce qu'il y aurait un dernier message à faire passer aux gens pour leur donner, peut-être leur insuffler le courage d'être eux-mêmes, le courage de transformer leurs épreuves en capacité à grandir intérieurement? Ah oui, c'est primordial pour avoir une vie sereine que de faire ce travail sur soi, d'accorder le pardon. Il y a deux choses. Les gens pensent que quand on est en souffrance, quand on est dans la douleur, on est des gens bien. Il y a une chanson qui dit est-ce que la douleur rend meilleur? Mais non, pas du tout. La douleur, elle nous empêche justement de donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut pas se raccrocher à la douleur. C'est pas une identité. C'est quelque chose qui a été ressenti et qui à un moment présent, mais qui n'a plus lieu d'être après, parce que si on traîne cette douleur avec nous, c'est encore et toujours autorisé cet événement à avoir de l'impact sur nous, ou cette personne d'avoir un impact sur nous. S'en libérer, c'est avancer librement. Et il y avait aussi une deuxième notion qui était importante. C'est le pardon. Le pardon, ça veut pas dire approuver, donner son accord et dire bon bah c'est bien, t'as bien fait. Non, le pardon c'est s'autoriser à se libérer. Mais c'est ce que je viens de dire, non? Non? C'est pas grave. Va jusqu'au bout. Non, il y avait la deuxième notion, c'était quoi? Non, oui, alors le pardon, c'est s'autoriser à... Non, mais pardonner, finalement, c'est à double effet. C'est-à-dire que quand on pardonne à l'autre, on libère l'énergie de colère, de rancœur. Voilà. Parfois, on pardonne pas pour l'autre. On pardonne pour soi. Oui, en premier, il faut le faire pour soi. Rien que pour soi. Oui, c'est pas pour l'autre. Non, on rend à l'autre ce qui lui appartient, en fait. On ne le porte plus nous, ça nous appartient pas. Et ce qui nous a fait, qui nous a blessés, d'accord, on reconnaît, mais il faut pas laisser la plaie béante, il faut en faire une jolie cicatrice. Voilà. Et c'est une expérience qui nous forme et qui apporte sa leçon. Et on continue avec ça. Et ça nous enrichit et on est dans l'évolution. Voilà. Bon, moi, j'ai envie de te remercier infiniment d'avoir ouvert ton cœur sur l'antenne de ma radio d'amour. Merci d'être là avec tout ce que tu es. Vraiment, c'est un grand cadeau que tu nous fais aujourd'hui. Alors, si les gens ont envie d'aller encore plus loin, de te connaître encore un petit peu mieux, ils peuvent le faire grâce à cet ouvrage « Du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une médium hors norme ». C'est aux éditions Exergue. Ma chère Aline, on te retrouve aussi via un site internet qui est www.alinepeugeot.com. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Nathalie. Merci infiniment, Aline. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Rencontre avec Nathalie Lefebvre, l'émission consacrée à la découverte de personnalités inspirantes.